Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Temps Additionnel pour une nouvelle émission. Au programme d'aujourd'hui, un récap du week-end avec notamment la Coupe de France, la Coupe d'Allemagne, le championnat italien qui a vu le Napoli l'emporter. Notamment, on va revenir aussi à ce qui s'est passé en Angleterre avec les playoffs et Sunderland qui remonte en première ligue. On va faire un petit tour après de le reste de l'Europe. C'est tout de suite dans Temps Additionnel. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Duncan. Salut Duncan. Salut Martin, salut à tous. Et avec Elliot. Salut Martin, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien les gars. On va commencer avec le PSG donc, qui a remporté la Coupe de France ce samedi soir au Stade de France face à Reims. Une finale un peu à sens unique tant les Parisiens ont été au-dessus de leurs adversaires. Duncan 3-0 à la mi-temps, le score était déjà plié, les Parisiens n'ont pas fait semblant. Oui, c'est sûr, Paris n'a pas fait semblant. Après, on connaît la force de Paris. C'est bien parce que malgré l'équipe en face, même si elle était plus faible, ils ont joué leur jeu. Ils n'ont pas baissé de niveau. Après, moi, je voudrais juste revenir sur Reims parce que je pense que venir jouer une finale de Coupe de France, surtout là, entre leurs playoffs de barrage, c'est une chance dans une vie, ils n'en auront pas d'autres. Et j'ai trouvé ça dommage qu'ils jouent comme ça. Défendre aussi bas, en vrai, vaut mieux se prendre 3 buts, mais jouer, proposer des choses que prendre 3 buts comme ils l'ont fait, alors qu'ils ont fait que défendre tout le long du match. Est-ce que pour toi, Reims devait essayer de jouer un peu plus sa carte à fond plutôt que rester, comme tu dis, derrière défensivement comme ça, à attendre le PSG et à prendre des risques, quitte à prendre une valise, alors que dans tous les cas, ils allaient la prendre? Je pense oui, parce que même je pense qu'il y avait moins de risques qu'ils prennent une valise en jouant. Mais au moins, même si ça se trouve, ils auraient pris une valise, je sais pas, je vais pas refaire le monde, mais au moins ils auraient joué, ils auraient proposé quelque chose. Là, très vite, on a compris que le match allait être à sens unique. Et à la mi-temps, je pense que Luis Enrique, il a calmé ses troupes en leur disant qu'il restait un match très important, même si ils ont encore proposé des choses en deuxième, mais ils ont baissé d'un niveau. Pour toi, Elliot, c'est Reims qui a été décevant ou Paris trop fort par rapport à cet enjeu de finale de Coupe de France, comme Duncan l'a rappelé, entre deux barrages de play-off pour Reims? C'est un peu les deux, hein, comme tu me dis, parce que bien sûr, le PSG, comme depuis le début de saison, c'est beaucoup trop fort pour une équipe, pour toute équipe qui joue comme Reims. Et puis Reims, forcément, il y a les playoffs. Ils n'ont pas envie de se retrouver en Ligue 2. Par contre, une finale de Coupe de France, ça arrive pas tous les ans. Donc, c'est quand même le genre de match qu'il faut jouer au moins jusqu'au bout. Et là, forcément, j'imagine que forcément, se prendre 2-3-0 très tôt dans le match, ça peut être démoralisant. Mais même avant ça, on n'a pas eu l'impression que Reims allait vraiment proposer du jeu. Est-ce que pour vous, c'est une des pires finales de Coupe de France de l'histoire? Même à dire les termes comme ça, c'est vrai qu'on s'est vraiment ennuyé devant ce match. Il y a eu des matchs où en fait c'était toujours à sens unique, mais c'était contre des équipes qui venaient de National 2, National 3, donc on s'y attendait. Et puis il y avait un peu ce suspense de vouloir que la petite équipe gagne, même si on n'y croyait pas. Mais pire finale, c'est quand même un grand mot, mais c'est juste que oui, voir des matchs où justement une équipe joue tout seul, c'est toujours un peu décevant. Toi, Duncan, qu'est-ce que t'en penses de cette finale? Est-ce que t'as été déçu par cette finale de Coupe de France sans vraiment gros enjeux? J'ai pas été déçu parce que je m'attendais à que Reims joue comme ça, mais je trouve ça, comme je l'ai dit, dommage parce que en vrai, ils avaient rien à perdre, on va dire. Là, ils ont juste perdu leur temps du coup. Mais et après, pire finale quand même pas parce que c'est quand même une finale, il y a de l'engouement. Il y a eu des finales où il y avait des petites équipes comme en 2018 les Herbiers, mais du coup on était tous derrière notre télé à savoir ce qu'ils allaient faire et on outrepassait le fait qu'ils défendaient. Et même souvent ces équipes-là, en fait, même eux quand ils étaient sur le terrain, il y a toujours un moment où ils allaient de l'avant, ils essayaient de proposer ce qu'ils pouvaient. Mais après, au niveau du jeu, Paris a fait un bon match, donc ça allait. C'était juste un match à sens unique, quoi. Heureusement que le président de Reims n'est pas allé en vélo, il aurait perdu encore plus de temps comme tu l'as dit. Côté parisien, forcément un trophée de plus à la clé, à une semaine de leurs grandes échéances de la saison, la finale Ligue des Champions contre l'Inter Milan, on le rappelle. On va d'ailleurs tourner une émission aussi pour faire une petite preview de cette finale. Est-ce que pour toi, Elliot, ça a été un bon match de préparation pour le PSG pour se mettre en confiance à une semaine du grand choc face à l'Inter? Match de préparation, j'ai envie de dire
J'ai envie de dire que non, parce que bon, le PSG, ils sont prêts depuis un moment déjà pour cette finale. On le voit, ce qu'ils proposent depuis les huitièmes de finale de Ligue des Champions, ils sont prêts pour leur match. Après, oui, bon, voilà, on va dire que c'était une étape de plus avant la finale. Je pense que remporter cette compétition, être du coup champion de France comme ça, c'est toujours un moyen un peu de se vider la tête et de se rassurer avant une rencontre contre l'Inter. Et justement, si Reims avait posé des difficultés, il y aurait eu du souci à se faire. Au final, pour eux, rien ne change. Duncan, tu avais parlé d'une bonne première mi-temps dans le jeu côté parisien. Est-ce que toi, tu as été rassuré parce que les joueurs de Luis Enrique ont proposé à une semaine de ce match contre l'Inter Milan? Rassuré, je dirais pas parce que j'étais confiant de la force parisienne et j'avais pas besoin qu'ils me rassurent, on va dire. Mais je pense que les supporters parisiens, ils ont pu eux être rassurés par rapport au dernier match de Ligue 1. Mais je pense que dans ces matchs-là, Paris a un peu lâché. Comme c'était pas du repos pour eux, mais ils faisaient tourner aussi. Oui, c'est ça, ils faisaient tourner, ça permettait aux titulaires de moins jouer. Mmh. Mais dans le jeu, ils ont fait comme cette année. Franchement, cette saison, moi je pense que c'est l'un des meilleurs Paris Saint-Germain depuis une dizaine d'années. Parce que le fait qu'il n'y a pas de stars, il y a des grands joueurs, mais il n'y a aucun joueur. Il n'y a pas un qui se démarque des autres. C'est ça. On sent que là, cette année, c'est vraiment un groupe uni, un groupe fait d'individualité, mais au travail du collectif. Exactement, ouais. Puis on le voit en fait à chaque match ou chaque grand match en tout cas. Avant, on pouvait compter d'abord, par exemple, il y a 2-3 ans, on pouvait compter uniquement sur Mbappé dans les grands matchs. Là, d'un coup, en fait, on sait que ce soit Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia, Barcola, et même au milieu, que ce soit maintenant Fabien Ruiz, comme on l'a vu au match retour contre l'Arsenal. En fait, chaque joueur a vraiment un rôle important et aucun n'hésite à vraiment prendre les devants pour aider son club. Puis, on l'a senti aussi, on l'a vu avec la composition où Kvaratskhelia était titulaire, sauf qu'il n'a pas pu jouer le match parce qu'il était malade. Et au final, c'est Doué qui a pris sa place. Et Doué qui a été décisif. Donc en fait, même au niveau de l'effectif, ils sont un effectif tellement complet qui fait que quand un joueur n'est pas là, ça se remarque pas tellement. Il est bien remplacé surtout. Une belle victoire donc des Parisiens en finale de Coupe de France, qui va avoir aussi des incidences sur le championnat français. Donc ça permet à Lyon de se qualifier directement en Europa League et à Strasbourg de jouer les barrages pour la Conference League pour l'année prochaine. Un autre champion s'est vu desservir son trophée ce week-end, c'est le Napoli qui remporte le Scudetto dans le championnat italien. Un beau championnat d'Italie cette année, franchement ça a été très intéressant à suivre. Naples qui s'impose lors de la dernière journée de championnat devant l'Inter Milan à 1 point près. Ça a été vraiment un championnat très serré cette année. Duncan, est-ce que pour toi le Napoli est un beau champion d'Italie pour cette saison 2024-2025? Ah bah oui, complètement. Déjà, c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément, parce qu'ils ont été champions il y a 2 ans, il y a 2 saisons, mais l'année dernière, c'était plus compliqué pour eux. Mais c'est l'effet Antonio Conte. C'est pas la première fois qu'il arrive dans un club et qu'il les monte à la première place. Et après, cette équipe, elle me fait un peu penser à Paris, parce qu'il n'y a pas de stars. Parce que leur joueur offensif, on a Lukaku, par exemple, qui a marqué lors du dernier match. Et sinon, au milieu de terrain, c'est plutôt complet avec Zambo Anguissa notamment. En défense, pareil, c'est costaud et c'est une équipe qui joue sur le collectif et elle mérite totalement sa première place et ce titre de champion. Pour toi, Elliot, qu'est-ce que tu penses de ce groupe monté par Antonio Conte qui a pris les rênes l'été dernier, seulement 1 an pour finir champion? Est-ce que tu es encore étonné de voir Conte élever une équipe à ce niveau-là? Déjà Conte, oui, parce que ça fait comme quelques saisons qu'il était en difficulté avec ses clubs précédents, mais là encore plus, moi c'est quand j'ai vu l'effectif avec lequel partait le Napoli, jamais j'aurais mis une seule pièce pour les voir champions, surtout après la saison qu'ils ont fait l'an dernier où ils n'ont même pas pu jouer l'Europe. En fait, je me suis dit que c'était impossible pour eux de faire, en tout cas, être champion et même peut-être jouer la Ligue des Champions. Parce que comme l'a dit Duncan, c'est comme le PSG, il n'y a pas de star, sauf que moi par rapport au PSG... il y a comme des postes où où je me disais c'était comme très faible. Rien que faire un pari où on met David Neres à droite, où on l'a aligné avec Lukaku qui était quand même en difficulté même s'il a fait une bonne saison à Rome juste avant. McTominay d'SVA United, il arrive meilleur joueur de Serie A finalement en fin de saison. C'est quand même des paris assez fous et ça a payé. Et puis en fait,
un peu déçu. J'en avais parlé déjà lors d'une émission précédente que j'aurais aimé voir que l'Inter et Napoli terminent au même nombre de points pour voir un match entre les deux à la toute fin. Mais au final, vu comment ils terminent, c'est complètement mérité pour eux. Le but que met McTominay, faut le sortir encore celui-là. On va parler justement de McTominay, tu l'as dit, élu meilleur joueur cette saison en Serie A. Pour vous, c'est comment un joueur mis au placard et aussi fantomatique à United la saison dernière arrive à nous sortir une saison pareille et à transformer, on va dire, le milieu de terrain de Naples? C'est quoi? C'est Antonio Conte qui a réussi à faire revivre ce joueur? C'est lui qui s'est remobilisé après un échec dans son club formateur? Un nouveau championnat, un nouvel ère d'un camp. Qu'est-ce que t'en penses de la saison de McTominay? Bah, sur ce que tu as dit avant, je pense que malheureusement, le problème aujourd'hui, il est à United au sein du club. Parce que ça aurait été qu'un joueur, sauf que McTominay n'est pas le seul. Quand on voit Sancho, la saison dernière, il part en prêt à Dortmund et il fait une demi-saison plutôt bonne. Anthony à Séville. Anthony, cette saison au Betis Séville, il n'a jamais été aussi fort. Même lui, je pense que dans sa confiance, ça va mieux. Il y a aussi de Rea Fiorentina. Hein. Ouais, et on a aussi Rashford aussi. Donc en fait, il y a tellement d'exemples qui fait ça. McTominay, ça a toujours été un bon joueur. Et ce qui est surtout surprenant pour lui, c'est que c'est un milieu de terrain, mais chaque saison, il met des buts de fou. Bah, c'est étonnant, oui et non, parce que quand même à United, j'ai souvenir de l'avoir vu des fois jouer du coup en faux neuf, et qu'il pouvait mettre 4 buts en 3 matchs. C'est quand même un joueur qui aime se retrouver devant la cage et qui a une très belle finition aussi. Donc bon, bien sûr, ça reste étonnant de voir un joueur comme lui planter plus de 10 buts. Mais 12 buts en championnat pour 12 buts. 12. Mais en fait, c'est quand même assez fou de voir qu'il y a un joueur qui était en difficulté, en manque de confiance, en seulement un transfert, brille, arrive rien que dans le jeu, on dirait vraiment que comment il joue, il est... En fait, toute la technique, tous ces gestes techniques qu'il fait au Napoli, on l'a jamais vu à United. Et là, du coup, voilà, être joueur de l'année en Serie A, c'est pas rien, c'est comme un des plus grands championnats d'Europe, même du monde. Donc ça montre aussi que en seulement un peu de confiance, on peut changer un joueur. Puis, vas-y, d'accord, vas-y. Désolé, excuse-moi. Ça nous montre aussi les différences en fait pas de niveau, mais les différences de jeu entre chaque championnat. Parce qu'un joueur peut très bien échouer en première ligue, mais ça ne veut pas dire qu'il est pas bon. C'est juste qu'il y a des championnats où il sera mieux. Et là, McTominay, qu'on considère, je pense, tous de base comme un joueur plutôt rugueux, un numéro 6, dur sur l'homme et tout, et il montre que même en Italie, où c'est peut-être plus technique et plus de tactique, il arrive à s'épanouir. Il a su adapter son style. Et il nous a fait une grosse saison et c'est l'homme de la saison pour Naples. Puis sans suivre tous les matchs de Naples, à chaque fois qu'il y a un match se terminait, on voyait en fait dans les résumés ou même juste dans les actions qu'on voyait sur les réseaux, McTominay était à l'origine de tout, où il marquait. C'est quand même assez fou de voir ce genre d'évolution. Tu parlais d'un groupe et plus d'individualité. Kvara est parti en plus en mercato hivernal. Tu sens vraiment que Naples l'année dernière, ils ont tenté des paris entre, par exemple, donc McTominay, Gilmour, David Neres, Lukaku, David Neres, avec des vieux joueurs, fin de cycle, on peut dire à Naples, avec par exemple Politano, Di Lorenzo. C'est un mix un peu d'une équipe, on se doutait pas qu'elle allait arriver à ce niveau-là, quoi. C'est ça, et puis en plus, ils ont perdu de nombreux joueurs, parce que tu l'as dit, ils ont perdu Kvaratskhelia, ils ont perdu Osimhen qui s'est embrouillé avec le club, ils ont perdu Zielinski qui est parti à l'Inter Milan. En fait, donc tous les joueurs quasiment primordial pour ce qui fonctionnait avec le Napoli lorsqu'ils ont été champions sont tous partis, et au final c'est tous les joueurs un peu plus qui étaient remplaçants, qu'on voyait qui étaient plus en retrait. Lobotka, il fait aussi une saison exceptionnelle. Je pense à un Raspadori qui quand rentrait il était toujours aussi décisif. Donc en fait c'est tous les joueurs ont su un peu prendre les devants, montrer que le Napoli n'était pas mort seulement après 2 saisons après le titre, et ça a payé. Et en plus, c'est pas fini. Je pense que la saison prochaine, on aura le droit aussi à une belle équipe du Napoli. On parle de Bruyne, Jonathan David, donc encore un gros mercato à prévoir côté napolitain. De bon augure pour l'année prochaine. Un autre champion, encore, on va changer de championnat, 2 pays, et cette fois-ci la Coupe d'Allemagne, avec Stuttgart qui l'a remporté face à l'Armada de Bielefeld, club de 3ème division. Stuttgart qui remporte enfin un trophée après plusieurs années de galère, et ça faisait déjà 2-3 ans qu'il revenait bien, avec notamment la saison dernière vice-champion de Bundesliga. Un beau trophée, une belle Coupe d'Allemagne pour Stuttgart qui retrouvera la Coupe d'Europe donc l'année prochaine.
D'accord, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que tu as été assez séduit par cette belle équipe, même en championnat, et puis pour toi, ce trophée mérité pour eux? Bah oui, c'est une équipe qui propose un jeu plutôt séduisant. On les a vus en Ligue des Champions contre Paris, mais bah, malheureusement, ils s'étaient fait écraser par l'OC parisien. Mais ce qu'ils proposaient, ce n'était pas non plus décevant et ridicule. Et après, oui, comme tu l'as dit, ça fait maintenant plusieurs années que Stuttgart revient bien. Et là, cette saison, ils terminent 9e de Bundesliga, mais grâce à ce titre, ils joueront l'Europa League. Donc c'est cool pour eux. Ils ont des bons joueurs, je pense devant à Dennis Under, qui joue à l'Union Saint-Gilloise avant, ou même là, on le voit, qui tient le trophée Enzo Mio, qui a brillé durant la finale avec 2 buts. En fait, c'est une équipe qu'on n'attendait pas là, mais qui a surpris tout le monde. Et ce trophée de Coupe d'Allemagne, on sait que souvent, c'est jamais l'équipe qu'on attend le plus qui le remporte. Et donc cette année, c'est pour eux, et bah, bravo à eux, et on les suivra de près en Europa League. Enzo Mio qui a confirmé après ses beaux JO cette année Elliott, avec aussi Stiller au milieu de terrain, 2 bons joueurs de cette équipe de Stuttgart qui sont potentiellement sur le départ. Stiller, on parle de lui au Real Madrid notamment. Est-ce que pour toi ça a été les 2 pièces maîtresses, on va dire, de cette équipe de Stuttgart? Bah, ça allait depuis un moment. De toute façon, en Bundesliga, dès ils ont commencé à vraiment jouer entre eux et être être en confiance sur plusieurs matchs de suite, on voit que Stuttgart, c'est une équipe qui en fait peut poser des problèmes au Bayern Munich, au Leverkusen et même à Dortmund. Donc c'est ce que disait Duncan, c'est qu'on ne les attendait pas là, mais en fait depuis 1 ou 2 ans, en vrai, qui remporte cette compétition, c'est la DFB Pokal. C'est pas tellement étonnant parce que bah, voilà, le Bayern il se manque de plus en plus très tôt dans la compétition. Et puis après, le Stuttgart, face à des équipes comme Dortmund, comme Leipzig ou même contre Francfort ou Leverkusen, en un match, ils peuvent tout changer parce que des joueurs comme Mio, en fait, c'est des joueurs magiques qui peuvent en seulement quelques actions changer un match. Donc ils ont une équipe aussi où ils n'ont pas, va dire, pas de joueurs. Ils n'ont pas un serial buteur, ils n'ont pas un mec qui a planté 30 buts chaque saison. Ils avaient ça avant avec Guirassy. Mais en tout cas, ça reste une équipe qui est très très décisive dans chaque match. Vous avez parlé donc qualifié pour l'Europa League Stuttgart. Messieurs, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette équipe l'année prochaine dans une Europa League qui sera assez ouverte, on l'a vu avec maintenant on connaît quasiment tous les participants? Moi, j'ai pas trop d'avis. Je pense que l'Europa League, avec la réforme de cette saison, c'est devenu une compétition assez complexe, on va dire. Quand on voit que cette année, ce sont le 16e et le 17e de Ligue des Champions, de Première Ligue, pardon, qui sont en finale. En fait, on se dit que les matchs, ça se joue match après match, comme ils l'ont fait. Et sur une saison, une équipe peut très bien faire une bonne partie en championnat, comme Nice l'a fait. Mais en Ligue Europa, c'est à part. Donc, en fait, c'est la nouvelle réforme qui amène ça. Moi, je trouve ça bien, justement. C'est tous les clubs de Ligue des Champions qui ne descendent plus en Europa League. Ça permet justement de voir des clubs qui sont moyens dans le sens où c'est des équipes qui n'arrivent pas à jouer les 4 premières places de chaque championnat. Et une équipe comme Stuttgart, pour moi, c'est le niveau parfait pour eux, l'Europa League, parce qu'on l'a vu en Ligue des Champions, ils ont du mal quand c'est contre des grosses équipes. Et en Europa League, ça va être beaucoup de... C'est comme avec Francfort, hein, ils vont direct avoir un statut un peu de favori. Mais ça dépend aussi des joueurs qui vont partir. S'ils perdent Mio, Stiller et puis même par exemple un Undal en attaque, on ne sait jamais. S'ils ont une équipe pas assez prête, ça peut faire mal par contre. On va partir maintenant en Angleterre où là aussi ce week-end se jouait la finale de la Coupe nationale. Et là encore une belle surprise, un beau vainqueur en cette finale de FA Cup. C'est Crystal Palace qui s'impose 1-0 face à Manchester City. Les Seagulls qui remportent leur premier trophée depuis, il me semble, presque 100 ans. Depuis 1935, il me semble, leur dernier trophée pour Crystal Palace. Surprenant en première ligue, et là ils viennent confirmer avec une belle victoire en finale face à un City catastrophique, vraiment décevant une fois de plus d'un camp. Bah oui, déjà ça a été une finale plutôt belle à regarder. C'était la semaine dernière, il me semble, parce que cette semaine c'était la fin de la Première Ligue. Et Première Ligue dont ils ont terminé à la 12e place. Et on va dire c'est plutôt surprenant parce que cette année ils ont perdu leur meilleur joueur Olysée. Ils ont quand même pu garder des bons joueurs et ça se voit au final, il y a un bon collectif. Et cette équipe du coup 12e de Première Ligue qui jouera l'Europa League l'année prochaine.
Ils ont perdu, donc, comme tu l'as dit, Michael Olise, mais là aussi, ils avaient encore des bons joueurs en réserve avec Jean-Philippe Mateta qui a porté cette équipe en attaque, Eze qui a été très bon au milieu de terrain, Marc Guéhi, le capitaine en défense centrale qui a été vraiment très bon, qui risque de partir sur ce mercato pour une grosse somme d'argent. Elliott, une belle équipe de Crystal Palace, assez convaincante, qui mérite, on va dire, ce trophée. Bah c'est ça. Puis en fait, on le voit déjà depuis du coup, la saison dernière où Olise est parti. En fait, ils ont une équipe où il y a quand même de nombreux joueurs qui jouent avec leur sélection nationale. Tu me parlais de Guéhi. Guéhi, il est titulaire indiscutable quasiment avec l'Angleterre. Eze, pareil, il est souvent appelé. Mateta, et même s'il n'est pas appelé avec la France, il enchaîne plus de 15 buts là, depuis 2 saisons en Angleterre. Et puis à côté de ça, il y a de nombreux joueurs expérimentés comme Chilwell. Il y a des jeunes pépites. Il y a Nketiah qui a rejoint le club il n'y a pas longtemps. Devni aussi au milieu de terrain. Donc en fait, c'est une équipe qui est quand même assez expérimentée, qui a su associer jeunesse et expérience. Dean Anderson, il a fait un match de grand gardien où il a pu arrêter le penalty de Marmouche. Il a fait des grands arrêts comme sur la frappe de Doku. Donc non, ouais, c'est une équipe qui ne surprend pas en tout cas dans le jeu, parce qu'on sait qu'elle joue bien depuis un moment. Mais en tout cas, elle a fait un super parcours en FA Cup. Et face à une équipe de City qui est dans le dur depuis le début de saison, il a mérité ce trophée. On va parler justement de Manchester City d'un camp. Est-ce que tu as été encore une nouvelle fois déçu cette saison par Manchester City qui là encore se plante en finale de FA Cup pour gagner peut-être le trophée qui aurait pu sauver leur saison ratée? Bah, surpris, pas vraiment, parce que on a compris dès le début de la saison que ça allait être compliqué pour eux, qu'il fallait pas les attendre. Et ils l'ont encore une nouvelle fois montré. C'est que ils ne sont plus exceptionnels, on va dire, comme ils l'ont été auparavant. Mais il ne faut pas oublier qu'ils l'ont été pendant 4-5 saisons où il n'y avait que Manchester City en Angleterre. Peut-être il y a une exception d'une saison, mais sinon, ils étaient de partout. Et cette saison, ils ont eu des départs, il y a eu des revenants, mais peut-être ça a été mal fait, beaucoup de blessés. Et c'est compliqué, mais après, je pense que dès la saison prochaine, ça va peut-être aller mieux pour eux. En tout cas, je pense que là, au niveau recrutement et même Guardiola, ils doivent déjà penser à faire une bien meilleure saison et revenir au standard habituel. L'autre match énormément suivi, énormément attendu en Angleterre, c'est bien évidemment le match des playoffs d'accession à la Premier League qui opposait Sheffield à Sunderland, donc qui l'emporte dans cette rencontre dans les toutes dernières minutes du match. Un match vraiment à l'anglaise avec beaucoup de rebondissements, Wembley en feu. C'est vraiment un match qui a été très plaisant à regarder avec 2 belles équipes qui voulaient absolument remonter en Premier League avec le billet à la clé en même temps, on s'en doute un petit peu. Et c'est finalement Sunderland qui va revenir en Premier League 8 ans après. Elliott, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce match et de cette équipe de Sunderland? Sunderland, c'est vrai que c'est une équipe du coup, que j'avais suivi déjà un peu il y a 3-4 ans quand le documentaire sur Amazon Prime les suivait. Et puis c'était quand même une équipe. On voit que c'est une ville qui aime le foot et qui avait vraiment à cœur de retourner un jour en Première Ligue. Et là, c'est chose faite. C'est vrai que c'était pas le scénario que j'attendais parce que Sheffield, ils ont fait une très grosse saison. Et même durant les playoffs, on les a vus, durant les demi-finales, ils ont très vite géré le truc avec, je crois, victoire 3-0 à l'aller et peut-être la même chose au retour. Tandis que Sunderland, ils ont eu plus de difficultés où ils font d'abord 2-1 contre Coventry et ensuite ils perdent. Ils font 1-0 tout le match, ils arrivent à égaliser dans les dernières minutes pour se qualifier pour la finale. Et là, pareil, franchement, c'est le genre de match où on voyait Sheffield gagner parce que Sheffield a dominé toute la rencontre. Et au final, voilà, sur 2 actions, j'abuse un peu, mais voilà, sur 2 actions, ils ont réussi à revenir au score, puis marquer dans les toutes dernières secondes par un petit jeune qui a été formé au club. Donc, superbe histoire pour le club, voilà, pour la ville aussi, qui retrouve enfin l'élite du football anglais. D'accord, on retrouve quelques Frenchies dans cette équipe de Sunderland avec l'entraîneur Régis Lebris, l'ancien entraîneur de Lorient, Enzo Lefebvre aussi qui est arrivé cet hiver, Wilson Isidore qui est arrivé là aussi au mercato hivernal, des Français qui ont fait briller Sunderland. Oui, je vais même aller plus loin, c'est même au niveau du président, on a Kirill Louis Dreyfus qui est le président du club depuis 2020-2021 il me semble. Et c'est ce qui a permis au club de se renouveler parce qu'à l'époque où il a repris, ils étaient en Ligue 1, donc la 3e ligue. Et là, ils ont fait... ils sont remontés déjà en Championship. Ça fait 3 bonnes saisons qu'ils faisaient quand même en Championship. On les attendait peut-être pas à remonter.
Et cette année qui remonte, moi je trouve ça exceptionnel pour le football anglais parce que Sunderland c'est quand même un club mythique du football anglais. Moi je pense que vous aussi quand on a commencé à s'informer du football, enfin regarder les résultats, tout ça, on avait forcément Sunderland en première ligue. Donc là c'est cool, ça va nous faire un peu revenir en enfance. Puis surtout pour eux, ils vont retrouver le derby avec Newcastle. Et sur les Français, c'est sûr que Régis Lebris, il a fait une super saison. Il a réussi à ramener déjà Enzo Lefebvre qu'il avait à Lorient. Et je pense que c'est un très bon choix. Il y a Isidore que tu as dit. Il y a aussi, il est naturalisé espagnol, je crois, mais formé à Sochaux, Mayenda. Exactement, ouais, c'est ça. Je crois qu'il a 20-21 ans. Et pareil, c'est lui, il met le but de l'égalisation là, contre Sheffield. Et en fait, c'est cool parce qu'à l'époque, on avait l'habitude d'avoir les Frenchies de Newcastle. Et là, cette saison, on peut parler des Frenchies de Sunderland. C'est vraiment le club à l'anglaise, par évidence, Sunderland, un vrai club à l'anglaise. Elliot, content toi, de ce retour de Sunderland en première ligue? C'est comme disait Duncan, c'est un club qui, en tout cas, quand on a commencé à aimer le foot et à regarder le foot, en tout cas en Angleterre, Sunderland, ça a toujours été un club qui se retrouvait au plus haut niveau et qui, même si c'était pas du tout dans la première partie du tableau, c'était un club qu'on avait l'habitude de voir et ils ont des périodes difficiles où ils ont enchaîné les descentes. Et voilà, les voir en plus avec des joueurs qui portent bien le maillot, comme des Luke Onyen qui sont là maintenant depuis plus de 5 ans, Job Bellingham qui a fait une grosse saison encore une fois. Donc ouais, c'est une équipe voilà, qui fait envie. Et puis vu les revenus qu'ils vont toucher grâce à cette victoire face à Sheffield, il y a moyen aussi de voir de nombreux joueurs, en tout cas un peu des pépites et des joueurs expérimentés rejoindre le club parce que c'est un club reconnu et tout le monde a envie de jouer pour eux. Après maintenant, ce petit tour d'horizon des championnats majeurs et des coupes nationales, on va s'expatrier un petit peu dans les championnats un peu moins connus, avec notamment en Belgique, l'Union Saint-Gillois qui remporte au terme d'une grosse saison, là aussi en Belgique, son championnat depuis 1935. Ils n'avaient pas remporté le championnat. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ça faisait quelques saisons qu'ils revenaient bien, qu'ils travaillaient bien, avec beaucoup de joueurs qui sortaient de cette belle équipe. Boniface me vient tout de suite en tête. Duncan, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette équipe de Saint-Gillois qui réussit enfin à remporter ce trophée? C'est sûr, ça faisait 3-4 saisons qu'ils réalisaient de bonnes performances. Ils étaient toujours dans ce groupe championnat comme c'est fait en Belgique. Et même à chaque fois, ils arrivaient premiers, mais lors des 10 rencontres du groupe, ils n'arrivaient pas à remporter le trophée. Et du coup, cette saison, c'est bien parce qu'on va dire c'est là où on a entendu le moins parler d'eux. Parce que forcément, à chaque fois, on entendait toujours parler d'eux comme petite surprise et tout. Cette saison, on n'en a pas entendu parler. Et quand j'ai regardé leurs statistiques, ça m'a pas surpris, mais ça m'a donné un petit coup en me disant, sur 10 matchs, ils ont fait 9 victoires, 1 match nul, ce qui leur a permis de remporter le trophée largement. Donc c'est cool, c'est sûr, comme tu as dit, ce club en plus... en ce moment, les dernières années, il a fait éclore des joueurs plutôt connus. Tu parlais de Boniface, mais tout à l'heure, on parlait aussi d'Under. Donc, c'est bien de les voir là. Et puis, ils vont jouer en Champions League aussi, du coup. Pour revenir en Coupe d'Europe, toi, Elliot, est-ce que ça t'étonne ou pas, ce triomphe, enfin, on va dire, de Saint-Gillois? Ça m'étonne, oui et non, parce que ça fait quand même... Je pense sur les 5 dernières années, on a vu quand même l'Union Saint-Gilloise qui revenait petit à petit, qui était souvent, comme l'a dit Duncan, première du championnat de saison régulière. Et quand le championnat est du coup passé à l'étape suivante, il se faisait battre par le club de Bruges. Donc on s'attendait un peu à ce que dans les prochaines années, ils allaient enfin remporter leur titre. Même si je pense qu'à un moment, peut-être les supporters en doutaient, donc être maudits. Mais donc non, pas surpris, mais là j'ai du coup bien hâte du coup, de les voir en Champions League et voir s'ils vont réussir à garder leurs joueurs, parce que c'était le problème aussi les années précédentes. Tous leurs bons joueurs sont partis très vite. Donc est-ce qu'ils vont réussir à les garder? Est-ce qu'ils vont en prendre de nouveau? J'ai hâte de voir ça. Ça fera là encore une bonne excuse de regarder du football, suivre cette belle équipe Saint-Gilloise. On va finir avec ce qui s'est passé aux Pays-Bas en Eurodivisie. Une belle surprise, là encore, on ne s'y attendait pas. À 5 journées de la fin, ils étaient assez largués avec beaucoup de points de retard sur l'Ajax. Mais finalement, lors de la dernière journée de championnat, le PSV Eindhoven remporte ce championnat des Pays-Bas, avec une très belle équipe coachée par Peter Bosz, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui a su porter et élever son groupe jusqu'au toit du championnat néerlandais. D'un coup, un petit mot sur cette victoire finale du PSV en Eurodivisie.
Ah bah c'est mérité pour eux, ils ont joué le coup jusqu'au bout, parce qu'on rappelle, il y a encore quelques journées, l'Ajax avait 9 points d'avance sur le PSV, et l'Ajax a perdu 3 matchs de suite, là où le PSV a fait 3 victoires, et après bah, c'est au mental qu'ils sont allés la chercher celle-là, et bah, c'est plus que mérité, c'est sûr, et puis faut pas oublier que le PSV ça reste quand même une bonne équipe, il y a quand même de bons joueurs en attaque. L'attaque est expérimentée, mais en même temps, il y a des jeunes talents. Il y a Noah Lang, il y a Bakayoko, mais qui sont aussi formés, on va dire, par des Luc de Jong ou par des Ivan Perisic. Du coup, c'est un effectif plutôt complet et on les retrouvera en Ligue des Champions eux aussi l'année prochaine, du coup. Et qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette folle remontée du PSV sur l'Ajax? Bah, forcément étonnant. Après, bon, bien sûr, le PSV, là, depuis maintenant 2-3 ans, c'est la meilleure équipe aux Pays-Bas parce que bah, du coup, on ne reconnaît plus l'Ajax qui était dominant pendant toutes les dernières années. À côté, le Feyenoord essaie un peu de rivaliser avec le PSV, mais ils n'ont pas encore le niveau. Et ouais, comme l'a dit Duncan, c'est une équipe qui est vraiment des talents, mais à chaque poste. Et là, c'est une année où ça va être compliqué d'en garder la plupart parce que ils ont fait une très grosse saison, que ce soit en Ligue des Champions et en championnat. Et puis là, du coup, c'est encore une récompense d'une très belle équipe qui continue de performer. Et par rapport à l'Ajax, c'est sûr que c'est très dur parce que bah, je pense que c'est une équipe qui avait besoin du coup de remporter de nouveau ce championnat hollandais. Et il va falloir attendre une saison de plus. Je pense qu'on a été complet sur ce petit débrief, ce petit récap du week-end, on va dire. Merci messieurs d'avoir été là pour en parler. On se retrouve très bientôt sur Temps Additionnel pour de prochaines émissions. On va notamment tourner une émission sur preview pour la finale de Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter. Forcément, le gros match, la grosse affiche de cette fin de saison de football qui a été encore riche en rebondissements. On l'a vu dans cette émission-là. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.